Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Voyage en live. Alors je vous rappelle le concept, c'est une web TV interactive qui tous les mois vous emmène à la découverte de destinations absolument fabuleuses. Alors après Roré et le Pérou, Caroline et l'ouest des États-Unis, ce soir on change de continent, on change de décor et on vous emmène en Asie. Alors, à travers la jungle, les rizières, les éléphants, on a fait appel à notre spécialiste de l'Asie qui est Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, moi je ne peux pas aller mieux. Tu es le spécialiste de l'Asie, comme je le disais. On va pas faire toute l'Asie. Tu nous emmènes sur une destination en particulier. Je te demande laquelle? Voilà, c'est le Sri Lanka. Le Sri Lanka. Deux petits mots sur le Sri Lanka. Alors deux petits mots, c'est une île paradisiaque de l'océan Indien. Et on dit souvent que le Sri Lanka, c'est une poire qui est suspendue à l'Inde. Je dirais plutôt que c'est un diamant poli qui ressemble à une larme. C'est plus poétique, je trouve. Ça correspond très bien au pays. Oh, un diamant, on part sur une destination comme celle-ci. Alors, le temps de changer de décor et de voir un petit peu tout ce que tu nous as ramené justement. Je te propose déjà de te présenter un petit peu et que tu nous dises d'où vient ta passion pour le tourisme et notamment pour l'Asie. Bien, en fait, j'étais pas prédestiné à faire du tourisme, mais bon, je suis tombé dedans un peu par hasard. Tu sais, c'est souvent les aléas de la vie, les rencontres, etc. Il se trouvait que j'aimais bien la géographie, l'histoire, que j'ai vécu à la campagne. J'étais entouré de champs, de forêts, d'animaux, etc. Et que c'était aussi ma passion. Très attiré par la nature. Voilà, par la nature. Et à un moment donné, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Donc j'ai fait comme pas mal de Français, je suis monté à la capitale et là j'ai eu l'opportunité de travailler dans le tourisme et de commencer à m'intéresser aux pays étrangers, dont l'Asie. Et c'est comme ça que je suis devenu fan. Et après, j'ai fait mes premiers voyages en Thaïlande. Un peu après, je suis allé au Népal et je suis allé dans différents pays, dont le Sri Lanka. Et voilà comment a débuté ma passion et qui se poursuit depuis plus de 20 ans. Et je suis toujours aussi passionné et je trouve toujours autant de plaisir à découvrir un nouveau pays ou à revenir dans un pays que j'ai déjà visité. C'est vraiment ma passion. Et j'espère que je la fais partager à plein de gens. Et là ce soir ça va être le cas. Qu'est-ce qui te fascine dans la culture asiatique justement? Dans la culture asiatique, ce qui me fascine, c'est le côté zénitude de la culture, c'est tout ce qui est lié au bouddhisme. Bien sûr. On dit que c'est beaucoup de pays d'Asie, c'est le pays du sourire, c'est le pays de l'accueil, c'est le pays des massages, c'est le pays d'une cuisine différente, d'une cuisine de couleurs, de senteurs, de paysages vraiment atypiques. Etc. C'est voilà ce qui me fascine sur l'Asie. Et alors, chef de produit, c'est un métier où on construit les voyages, on le disait, ils l'ont rappelé la dernière fois avec Caroline. Toi, tu construis les circuits pour Nouvelles Frontières sur pas mal de destinations. Est-ce que tu peux me dire déjà d'ailleurs les destinations dont tu t'occupes? Alors voilà, bon, mon métier, j'ai eu plusieurs, comme on dit, portefeuilles, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs destinations, voilà. Mais actuellement, je gère la Thaïlande, le Myanmar, le Sri Lanka évidemment, l'Inde qui est un grand pays aussi, les Philippines et l'Ouzbékistan. D'accord, oui, voilà, donc tu as une palette quand même et le Kyrgyzstan, large. Enfin tous les pays qui sont autour de l'Ouzbékistan. Donc ça fait une palette assez large qui couvre, très différente, mais qui reste sur le continent plutôt asiatique. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené ce soir à nous présenter le Sri Lanka? J'ai voulu faire découvrir une destination qui était pas aussi connue que ses voisins, pas aussi connue que l'Inde, que la Thaïlande et tout. C'est vrai que ça sort un peu des sentiers battus, c'est un peu méconnu. Voilà, c'est une destination qui a souffert parce que comme tu le sais, il y a eu la guerre pendant pas mal d'années. Et c'est une destination que je voulais mettre au goût du jour. C'est la première destination asiatique de l'émission. Donc je voulais vraiment qu'on parle de cette destination qui est méconnue, mais qui possède un potentiel extraordinaire. Oui, parce que c'est une culture qui est très ancienne, chargée d'histoire. C'est une culture qui est très très ancienne. Il y a 2500 ans de culture. C'est pratiquement un des pays d'Asie où la culture est la plus ancienne.
Ah oui. Donc on parlera tout à l'heure des différents sites culturels, tu verras. Ouais. Il y en a beaucoup plus que dans d'autres pays d'Asie. Et cette culture est très ancienne avec les anciennes capitales, etc. Ouais. de l'île. Et ça, c'est vraiment à mettre en avant et c'est vraiment tout le potentiel culturel du pays. Il y a eu beaucoup, de colonisation hein, sur l'île de Ceylan, hein, parce qu'on l'appelait oui. l'île de Ceylan. Oui. Ça a été marqué par quels envahisseurs, entre guillemets, à l'époque ? Comme il s'agissait d'une île et pas très grande, en fait, évidemment, comme toutes les îles, elle a été propice aux envahisseurs. Donc, on ne va pas commencer au début des envahisseurs. Parce que pas remonter trop loin non plus. Voilà, elle a été envahie par des habitants d'Inde du Nord. Oui. Mais vers le 15e, 16e siècle sont débarqués les Portugais. En fait, ils naviguaient dans la mer et suite à des intempéries, ils ont dû se réfugier dans une baie. Ils sont arrivés au Sri Lanka. Un peu par hasard au Sri Lanka, du coup ils sont restés. Dans le sud, vers Galle. Donc ils se sont installés là. Ensuite, sont arrivés les Hollandais. Ouais. Hein. Donc les Portugais appelaient l'île Zélon. Ensuite, les Hollandais sont arrivés pour conquérir l'île. Ils l'ont appelé Zéland. Et ensuite, voilà, qui était assez proche, mais qui était. Tout de suite la déclinaison arrivée. Et ensuite sont arrivés les Anglais, hein, qui l'ont appelé Ceylan. D'accord. Et ensuite, voilà. Et ensuite, bon, les Anglais ont été chassés. Et naturellement, les Sri Lankais ont repris le pouvoir jusqu'à maintenant. Jusqu'à l'heure actuelle. Et l'île s'est rebaptisée Sri Lanka, Lanka étant le premier nom de l'île. Et ils ont rajouté Sri pour ajouter un petit côté solennel à l'île du Sri Lanka. Ah, sympa, écoute. Et puis c'est une île qui est marquée aussi par donc on le disait, par une culture très particulière, notamment au niveau des sites qu'on peut y voir. Alors, il y a autant le côté nature que le côté culture. On commence juste comme ça, parce qu'on va développer tout ça tout au long de l'émission. Combien de sites déjà majeurs ? Alors, il y a 7 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, c'est vraiment important pour un petit pays parce que le Sri Lanka, c'est pas très grand, hein, c'est 400 et quelques kilomètres de long sur à peu près 250. Donc, c'est relativement petit. Oui, quand tu parles de petits joyaux, oui. Il se trouve 7 îles classées au patrimoine mondial, 7 sites. Si on compare avec la Thaïlande, par exemple, qui est immense. Voilà, qui est culturellement et qui est touristiquement très connu, il y a uniquement 3 sites en Thaïlande. Comparativement, pour une toute petite île comme ça, 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est autant qu'en Égypte. Ah oui, impressionnant. Et alors d'un point de vue nature, tu as aussi pas mal de parcs, je crois. Au point de vue nature, il y a plusieurs parcs, dont 12 parcs nationaux, dans lesquels vous pouvez voir plein d'animaux. Et aussi, vous avez plusieurs forêts. Et une étendue considérable de rizières, de cocoteraies et différentes essences qui poussent donc au Sri Lanka et donc des espèces endémiques. Ouais. Et vous avez une forêt, la forêt de Sinaraja, qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité parce qu'elle présente une des plus importantes biodiversités dans le monde. Ah, mon Dieu. Ah oui, c'est impressionnant. Ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant de se rendre sur une île comme ça, sur une destination aussi sauvage. Ça reste très sauvage, le Sri Lanka. Le Sri Lanka reste très sauvage. C'est une destination qui présente, il y a 20 millions d'habitants. Donc beaucoup sont répartis quand même sur Colombo, la capitale. Bien sûr. Vous en trouvez à Galle aussi. Mais après, c'est réparti un peu sur toute l'île. Et il n'y a pas de grosses villes en dehors de Colombo. Donc se trouve une nature encore vierge, notamment plutôt dans le sud de l'île et dans le nord de l'île. Parce que le centre de l'île sont un peu différents. Et je crois qu'on a aussi pas mal d'espèces assez particulières, d'animaux qui vivent là-bas, parce que tu le disais, donc une biodiversité assez incroyable. Quelles sont les espèces, notamment les plus rares, qu'on peut croiser au Sri Lanka ? Alors, le Sri Lanka, comme je le disais tout à l'heure, il y a 12 parcs nationaux. Et ils sont... alors, dans les espèces, on trouve des animaux tropicaux, on trouve aussi des papillons, on trouve des serpents, il y a à peu près 80 espèces différentes de serpents. On trouve des oiseaux, dont notamment un parc qui s'appelle Bandula, qui est spécialement composé d'oiseaux.
Et on trouve, alors bien sûr vous allez voir des éléphants, pas forcément totalement dans les parcs, puisque les éléphants, vous allez voir des éléphants sauvages un peu partout. Ils sont sauvages, enfin ils vivent... Voilà, ils vivent dans la nature, bon évidemment vous n'en trouvez pas près des villes, mais dans l'île, on peut le soir en se promenant dans les rues, en voiture, on peut trouver des éléphants qui traversent la route et tout, c'est très sympa. Il y a très peu de pays dans le monde où il y a cette possibilité. Bah oui, surtout de façon assez c'est possible. Sauvage. Alors on trouve des crocodiles, on trouve aussi plusieurs cervidés, des sambars qui sont des espèces de cerfs, on trouve des sangliers, mais bon ça on a l'habitude d'en voir en Europe. Et alors, bien sûr, mais déjà c'est étonnant de se dire qu'on a des sangliers sauvages au Sri Lanka. Enfin, je sais pas. On trouve des civettes, on trouve aussi des espèces de ragondins, etc. Dans les prédateurs. On trouve évidemment, alors si vous avez la chance, comme moi, d'avoir pu voir un léopard, c'est vraiment formidable. Bien sûr, j'ai vu le léopard, le fameux léopard, qui se trouve dans 3 parcs. Alors il y a le parc le plus connu, c'est le parc de Yala. Qui est dans le sud de l'île, dans le sud-est de l'île. C'est un grand parc dans lequel se trouvent tous les animaux que j'ai cités au-dessus. Mais bon, ce parc-là commence à devenir touristique. Donc moi j'ai l'habitude maintenant de visiter un autre parc qui s'appelle Wilpatu, qui est plutôt dans le nord, et dans lequel on rencontre aussi le léopard. D'accord. Donc voilà, c'est un animal très timide qui est difficile à voir. Oui, parce que c'est farouche, on ne peut pas en croiser comme ça, c'est il y a très peu de pays rare. dans le monde où on trouve cet animal. Et voilà, c'est très rare, mais bon, quand on prend son temps, quand on a de bons guides et de bons naturalistes, et qu'on ne fait pas de bruit et qu'on a une longue vue, on arrive à en voir. On peut arriver à en voir. Le jour où on en voit, c'est quelque chose, on peut y aller rien que pour ça. Oui, ça c'est incroyable. Je serais vraiment heureux d'avoir été à ta place, en tout cas à ce moment-là, mais qui sait, peut-être une prochaine fois. Écoute, j'aimerais qu'on aborde aussi un petit peu les us et coutumes. On est en Asie, c'est assez commun sur toute l'Asie. On va retrouver à peu près les mêmes rites, les mêmes façons de vivre. Donc là, vu qu'on est au Sri Lanka, c'est le moment d'aborder ça. Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire quand on va en voyage au Sri Lanka? Bien sûr. Alors déjà, quand on va dans un autre pays, dans un pays bouddhique, il faut bien respecter la tradition, il faut bien respecter les coutumes. Déjà, si vous êtes invité dans une famille sri-lankaise ou dans une famille en général en Asie, vous ôtez vos chaussures, si vous avez quelque chose sur la tête, une casquette, etc., vous l'enlevez. On ne montre jamais du doigt, c'est quelque chose d'impoli. On présente toujours sa main droite, jamais la main gauche, parce que c'est une main qui est impure. On ne met jamais la main sur la tête d'une personne, encore moins d'un enfant. Pourquoi? C'est lié au bouddhisme. Tu sais, le bouddhisme, c'est ton esprit qui s'éveille, ton esprit qui a besoin d'être libéré. Et ton esprit part de ton cerveau, et donc il faut qu'il s'élève. Et donc tu ne peux pas, sinon tu bloques l'éveil de la personne sur laquelle tu mettrais la main. D'accord. Donc tout ça, il y en a d'autres, mais ce sont les plus importantes. Ce sont celles qu'on recommande bien sûr à tout le monde. Et puis quand tu visites donc les temples, toutes ces choses-là, on doit avoir les épaules couvertes. Ça c'est obligatoire. On doit porter un pantalon long. Évidemment, on ne doit pas voir les jambes. C'est vraiment le respect du culte. Ok, bah oui, évidemment, on respecte les lieux de culte, on respecte les habitants, toujours. Pour les hommes aussi, on ne se promène pas torse nu dans une ville, il y a des choses à respecter. Bon, c'est pas qu'au Sri Lanka. Non, ça peut paraître des lieux communs, mais c'est très important à rappeler, surtout sur des destinations où c'est très important. Pointer du doigt, je suis désolé, en France, on nous a toujours appris aussi que c'était pas bien de le faire, mais ça n'a pas une importance majeure. Donc, ok, là-bas, on fait ça. On va aborder cette destination aussi à travers des idées reçues, j'ai même envie de dire à travers des a priori. On peut avoir des a priori sur ces destinations-là. Alors, tout de suite, parce qu'on a beaucoup de questions, alors je vous rappelle évidemment, toute la soirée, vous allez pouvoir nous poser vos questions grâce au chat. Et derrière, si nous, on ne peut pas y répondre, vous avez une équipe en backstage qui se fera une joie de le faire. Mais la plupart du temps, c'est toi, Eric, je vais te les poser, qui va y répondre. Et alors, tout de suite, on a déjà des questions sur les a priori.
et notamment au sujet de la météo. Ça concerne tout le monde. Quand on veut aller là-bas, donc il y a CC49, Boubou Dada, Séguérin ou la quotidienne Délé. Quelle est la meilleure saison pour découvrir le pays? CC, nous voulons partir au mois de novembre. Quelle côte balnéaire nous conseiller? Quelle est la meilleure période pour visiter le Sri Lanka? Alors, c'est un pays qui est touché par la mousson. C'est pas toute l'année et c'est pas forcément aussi violent qu'on peut le croire. Voilà, bon, c'est un système de mousson au Sri Lanka, mais effectivement c'est une mousson qui est relativement soft. Il n'y a pas les pluies diluviennes qu'on peut trouver dans d'autres pays d'Asie. Mais la meilleure période pour visiter le Sri Lanka, c'est du mois de novembre au mois de mars. Notamment, notez bien, du mois de novembre au mois de mars. C'est la saison sèche, c'est la saison où il fait beau, c'est la saison où vous aurez le moins de pluie, surtout pour visiter ce qu'on appelle le triangle culturel, la région de Kandy et la côte ouest. Okay. Si vous voyez la carte à l'écran là en ce moment, ça vous donne des repères. Par contre, si vous voyagez en été, donc plutôt la période mai, septembre, octobre, il est préférable d'aller sur la côte est de l'ancienne région tamoule, où là, vous aurez une mer calme, etc. Vous aurez un beau temps et vous n'aurez pas de pluie. Alors, on reparlera de cette côte est justement juste après. Puisqu'on est d'ailleurs sur cette partie côte est, voire le nord du Sri Lanka, qui était fermé au tourisme pendant très très longtemps. Un a priori qui peut faire peur, c'est que le Sri Lanka est marqué par la guerre civile et serait donc un pays dangereux. Alors aujourd'hui, 2014, qu'en est-il ? Le Sri Lanka n'est pas un pays dangereux. Ok, déjà, c'est certain. C'est un pays très sécure. Ouais. Alors, le pays était en guerre pendant à peu près 30 ans. Et donc, il était très difficile d'y aller, voire impossible, notamment dans le nord et dans l'est du Sri Lanka. Et donc, à cette période-là, de nombreux attentats étaient souvent perpétrés par les Tamouls dans la partie singalaise et jusque dans la capitale, à Colombo. Donc, c'était pas très recommandé d'aller au Sri Lanka. La différence qu'on fait, parce qu'on ne sait pas forcément, la différence entre les Tamouls et les Singalais, c'est une question donc de religion, d'obédience. C'est une question de religion. Les Tamouls viennent de la région sud de l'Inde, du Tamil Nadu. D'accord. Donc ils sont hindouistes. Oui. Et les Singalais, qui sont 74% de la population, viennent d'Inde du Nord et sont bouddhistes. D'accord. À cela, on rajoute à peu près 9% de musulmans et 6% de chrétiens. Puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, les invasions des Hollandais, des Portugais et des Anglais, ça laisse des traces, oui. On laisse des traces. Et tu as des églises, tu retrouves des églises, tu retrouves des mosquées, tu retrouves des forts qui sont de style hollandais, et on retrouve aussi des canaux qui permettaient le transport des épices, notamment du côté de Negombo, et qui ont été construits par les Hollandais. D'accord, ok. Alors, une autre idée reçue, surtout en a priori, alors là c'est un sujet grave aussi puisque ça concerne un événement qui s'est passé il y a pas loin de 10 ans je crois de mémoire. Le tsunami a dévasté les côtes et on ne peut plus faire de balnéaire. Alors aujourd'hui, on en est où de la situation par rapport aux plages, par rapport aux habitations, par rapport aux habitants surtout? Alors c'est vrai que le tsunami, ça reste en 2004 quelque chose qui est gravé dans la mémoire, notamment du Sri Lanka, de la Thaïlande, de l'Inde. Oui, puis ça a beau faire et de l'Indonésie, une dizaine d'années, ça reste toujours très très présent dans l'esprit de tout le monde. Oui, le Sri Lanka a payé un tribut lourd, puisqu'il y a eu 30 000 morts. Quand même. Donc aussi bien des Singalais que des Tamouls, puisque ça a touché le sud de l'île, la partie est de l'île. Comme tu le sais, c'est un pays où il y a beaucoup de pêcheurs, donc beaucoup de gens qui habitent sur les rivages, bien sûr. Dans des habitations non conçues pour ce genre d'événements. Donc c'est sûr qu'il y a eu un tribut hyper lourd. Et aujourd'hui, alors avec l'aide internationale, avec les ONG, de l'argent qui est arrivé d'un peu partout, les rivages ont été reconstruits. Puis grâce aussi à la solidarité, parce qu'entre eux, les Singalais, il y a eu quelques
problème entre les Cingalais et les Tamouls, mais globalement ça s'est bien passé. L'argent récolté qui a été donné au gouvernement a bien été réparti dans les familles. Des projets de construction de villages, de reconstruction de villages ont été effectués. On a reconstruit des bateaux pour les pêcheurs, parce que les pêcheurs avaient perdu leurs bateaux étant leur outil de travail. On voit là à l'antenne d'ailleurs, oui. Voilà, donc sans bateau, pas de poisson, sans poisson, pas d'argent. Bien sûr. Donc tout ça a été reconstruit, des écoles ont été reconstruites, des projets ont été menés sur plusieurs années. Il se trouve que maintenant, on voit encore des traces, mais parce que voilà, si on va dans des villages, on sait que ça a été détruit pour moi qui suis allé depuis très longtemps, je peux arriver à comparer, mais pour le touriste lambda, les plages sont tout à fait accessibles depuis longtemps et n'ont plus aucune séquelle. D'accord, donc plus de séquelles aujourd'hui visibles, plus du tout. Si ce n'est peut-être dans la mémoire des gens. Dans la mémoire, oui. Une autre idée reçue, alors on veut des fois faire son propre circuit en prenant une location de voiture. C'est d'ailleurs une question qui nous a été posée dans le chat. Est-il facile de faire son circuit avec une location de voiture par ses propres moyens sans avoir personne à ses côtés ? Alors c'est vrai que c'est un moyen de voyager qui se développe dans le monde. Bien sûr. Il y a des pays qui sont très spécialisés là-dedans. On peut voyager en Europe, les États-Unis, le Canada, voire le Mexique. Oui, on peut être tenté de le faire de façon tout à fait avec autonome. Une voiture, voilà, c'est une façon de voyager. Mais alors voiture, je le conseillerais pas sur le Sri Lanka, ni sur la plupart des pays d'Asie. Parce que déjà, il y a un problème de signalisation. Les panneaux ne sont pas toujours indiqués de manière aussi flagrante que nous, on voudrait le voir que ce qu'il y a en Europe. Puis on n'a pas l'habitude. Donc il y a une chose aussi qu'il faut savoir, on conduit à gauche. Donc ça veut dire que ça aussi c'est un frein. Une autre chose qu'on peut signaler, c'est qu'en Asie en général, on ne respecte pas les priorités et la façon de conduire d'un Européen ou d'un Américain. C'est-à-dire que le plus gros a toujours priorité sur le plus petit. Donc celui qui roule en camion, il a priorité sur celui qui va rouler en voiture ou en rickshaw ou en bicyclette ou dans un moyen de transport. Si on ne sait pas ça, c'est l'accident assuré. Donc il est conseillé effectivement de prendre une location avec chauffeur. Parce que quand on regarde au niveau des prix, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est pas, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. En plus, on est là pour voyager, on est là pour prendre du plaisir. Il n'y a pas de plaisir à conduire dans des routes voilà, et de chercher des panneaux et de chercher des destinations. Les chauffeurs sont là pour ça. En plus, on fait vivre le pays. En utilisant ces chauffeurs qui ça fait de l'emploi également. Mais ça fait de l'emploi. Parce que ces personnes ont souvent leur propre véhicule et donc c'est leur outil de travail, un peu comme le pêcheur avec son bateau. Et donc c'est bien de le faire travailler. Et puis ça permet de partager, des moments avec la population. Parce que voilà, ça commence avec un chauffeur guide. Un chauffeur guide qui parle anglais, plus difficilement français, mais anglais sans problème. Mais il y en a qui parlent français, je crois qu'on peut arriver à trouver... Si on réserve à l'avance, depuis la France, il n'y a aucune difficulté à trouver une location de voiture avec un chauffeur qui parle français. Alors avant de partir sur les routes sri-lankaises, une dernière idée reçue, un autre a priori. Le Sri Lanka ressemble trait pour trait à l'Inde. Alors est-ce que quand on va au Sri Lanka, on retrouve exactement la même chose qu'en Inde? Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Toi, t'en dis quoi? Non. Moi, je suis allé en Inde. L'Inde, c'est un continent. Entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, déjà, c'est déjà pas la même chose. Donc, au Sri Lanka, c'est encore, comme je te l'expliquais, le Sri Lanka étant une petite île, on a des petites distances. On a une diversité entre les triangles culturels, les anciennes capitales qu'on ne retrouve pas en Inde. Vous avez ensuite il y a la ville de Kandy, etc., avec ce festival que vous ne retrouvez pas non plus. La route du thé, même si on cultive du thé dans le sud de l'Inde, là c'est carrément des montagnes entières qui sont dédiées au thé et qui ont rien à voir.
Dans le sud de l'île, vous avez les fameux pêcheurs qui sont perchés sur des échasses dans l'eau, que l'on voit à l'image, et qui sont ça, c'est vraiment une image, typiques. oui, c'est l'image d'Épinal aussi qu'on a du Sri Lanka. C'est vraiment du ça. Sri Lanka, vous ne retrouvez pas ça du tout en Inde. Incroyable d'ailleurs cette façon de pêcher. Voilà, c'est unique. C'est le seul au monde. C'est unique au monde, c'est dans le sud. Et ils font des belles prises. Voilà, ça c'est un thon qui est pêché par des pêcheurs locaux. Non, je dirais que c'est vraiment tout à fait différent et il y a une ambiance particulière quand on va au Sri Lanka. Il y a surtout cet accueil, ce sourire, à la fois des adultes, des enfants, des gens qui viennent jouer avec vous, qui vous accueillent. Il y a aussi cette mixité. Bon, je disais tout à l'heure qu'il y avait la guerre, mais il y a quand même cette mixité entre les différentes cultures, cette joie de vivre. On ne retrouve pas les mêmes images de pauvreté qu'on peut retrouver en Inde. Bon, en Inde, on peut l'éviter aussi, mais on ne retrouve pas du tout ça au Sri Lanka. Il y a par exemple, pour ceux qui sont allés en Inde, c'est un pays qui est très difficile, l'Inde parfois à aborder, et notamment au niveau de la mendicité, de ces choses-là, qui sont parfois omniprésentes sur certaines destinations. En Inde, au Sri Lanka. En Inde, c'est très difficile d'échapper aux images de pauvreté, de gens qui vivent dans la rue et tout. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas du tout au Sri Lanka. Au Sri Lanka, vous allez voir la joie de vivre, vous allez voir des gens qui s'amusent, qui dansent, qui sont bien, qui sont heureux. Vous allez avoir tout un côté balnéaire qui est très propice à passer des vacances merveilleuses. Ok. Je te propose de prendre tout de suite quelques questions des internautes. La première, Edwige, qui nous demande s'il y a encore des tensions intertribales. Alors on y a déjà un petit peu répondu. Maintenant, c'est sécure, c'est tranquille. Alors depuis le cessez-le-feu qui a eu lieu en mai 2009, c'est-à-dire il y a un peu plus de 5 ans, il n'y a plus de problème d'attentats, etc. Moi, je suis allé à Trincomalee, qui était une des villes, des bastions de la rébellion tamoule, et je n'ai eu aucun souci. Je suis allé au sud aussi de Trincomalee, sur les plages de Passikuda. Je suis allé visiter des petites villes, je suis allé visiter des temples, je suis allé au bord de la plage, j'ai fait du bateau, j'ai bien visité. J'ai sillonné, je suis allé voir le marché, j'ai discuté avec les gens et tout, j'ai pu faire des photos et je n'ai ressenti aucun problème. Au contraire, ce que j'ai vu sont des gens très accueillants. Aussi accueillants que du côté de Colombo, des gens très très sympas, une ambiance très chaleureuse et j'ai été super bien accueilli. Bon, ben voilà, faut pas se fier des images qu'on pourrait avoir en tête. Une question de Lilo. Peut-on voyager seul au Sri Lanka quand on est une femme, hein? Qu'en est-il? Est-ce que ça te paraît risqué ou pas? Alors j'imagine que Lilo voyage seule. Pas de guide accompagnateur ni rien. Elle veut faire du sac à dos toute seule, elle veut partir à l'aventure. Alors si Lilo, si elle reste dans les circuits classiques, si elle va dans les endroits touristiques, au Triangle culturel, à Kandy, à Nourelia, à la route du thé, si elle va à Colombo et dans les plages du sud, vers Bentota, si elle reste dans ces sentiers-là, elle n'aura pas de problème. Maintenant, c'est comme dans tous les pays, une femme seule peut avoir, parce que les Sri Lankais sont comme partout. Oui, c'est comme partout. Il faut faire attention. Il faut faire attention, surtout dans les endroits où il y aurait plutôt des rassemblements de population masculine. Il faut quand même faire attention. C'est normal. Mais c'est comme dans tous les pays. Mais savoir que le Sri Lanka est un pays sûr et un pays où l'on peut voyager tout seul. En étant une femme seule, quand même faire très attention. Bon, voyager seul, je vous le dis, même en tant qu'homme, ça peut comporter des risques, donc soyons attentifs et prévenants quand on part comme ça en voyage loin, à l'étranger. On n'a pas du tout les mêmes façons de vivre, donc juste attention, mais c'est pas infaisable. Impossible. Voilà. En parlant de ça, encore une question de Eve. Je rejoins avec la question de Maëlys et puis même de Virginie Michaud. Partir avec des enfants, qu'en est-il? Alors, Eve, est-il facile de voyager au Sri Lanka avec 2 enfants de 4 et 6 ans? Maëlys qui souhaite partir avec sa fille de 10 ans et d'autres avec des enfants de 3 ans.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est facile de voyager ou non avec des enfants? C'est facile de voyager avec des enfants au Sri Lanka. C'est une destination où, au niveau santé, bon, il faut se prémunir d'avoir les vaccins. Il n'y a rien d'obligatoire, mais bon, des vaccins conseillés. Oui, on a eu des questions d'ailleurs. Oui, sinon, après, il faut peut-être adapter son voyage avec des enfants. Il faut peut-être moins rester dans le triangle culturel parce que voilà, avec des enfants de 4 ans, c'est pas forcément très intéressant de faire que des visites de pierre et de temps. Culturel quand on a 4 ans généralement. Oui, par contre, la route du thé, ça va être très intéressant même pour des enfants parce que c'est la nature, on va pouvoir aller dehors, on va pouvoir on leur ouvre l'esprit aussi à ce on leur ouvre l'esprit. On leur donne et puis après, il y a toute sur la côte balnéaire, donc là tout est bien aménagé aussi pour les enfants, pour le farniente, etc. Vous avez aussi la région du sud, magnifique, où on peut voir, voilà, très belle Mirissa, où on peut voir aussi la pente des baleines, des tortues. Donc ça, c'est quelque chose qui va plaire aux enfants. Vous savez faut savoir aussi que le Sri Lanka, c'est le pays d'éléphants. Oui, donc on va pouvoir faire une absolument. balade dans les magnifiques forêts du Sri Lanka à dos d'éléphant. Ça va beaucoup plaire aussi aux enfants. Donc puis tout ce qui est nautique. Donc après, faire des petits bateaux, du snorkeling. Après, tout dépend de l'âge des enfants, mais voilà. Tout ce qui en tout cas, dans le cas présent, adapter son voyage quand on est avec 2 enfants, ça paraît logique, mais en tout cas, sans problème. Voilà, pas de problème là-dessus. Écoute, je te propose qu'on parte directement là, qu'on se fasse une petite roadmap, que tu nous emmènes sur les routes. On commence évidemment par la capitale, par Colombo. C'est là où on arrive avec son avion. Oui. Est-ce que déjà on s'arrête à Colombo? Est-ce que voilà, Colombo, c'est la capitale. C'est alors en général, moi je conseille un voyage de 10 jours, mais on peut visiter le Sri Lanka en 1 semaine. Donc il est bien de commencer ou de terminer par Colombo, de passer une demi-journée ou une journée complète, mais une demi-journée suffisante à Colombo. Donc il y a le fort, il y a plusieurs églises, il y a des mosquées, il y a un bazar dans le centre de Colombo dans lequel on retrouve toutes les négoces, tout ce qu'on peut acheter, de l'artisanat, des épices, des tissus, des batiks, des fruits et légumes, comme ce que vous voyez ici, qu'on retrouvera aussi dans les marchés, dans tous les marchés qu'on va voir tout au cours du périple. Donc, et ensuite, moi, au nord de Colombo, il y a une petite ville typique qui est Negombo. C'est un village de pêcheurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle a été colonisée par les Hollandais qui ont fait des canaux à l'intérieur. Donc, on a l'impression de se retrouver un peu en Hollande, etc. Une petite Amsterdam, une petite Amsterdam du Sri Lanka. Et donc, ces canaux servaient pour le transport des épices, de la cardamone, etc. Et c'est aussi un port de pêche. Donc le matin, on peut voir arriver les pêcheurs avec le retour de leur prise, avec beaucoup de poissons. Les îles sont très poissonneuses. Et donc il y a une criée. Ça doit être une expérience assez spectaculaire et assez spéciale. Je l'ai faite plusieurs fois. Et même olfactivement, je pense que ça doit être quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de l'odeur, parce qu'il y a la partie criée où on achète et on vend du poisson frais du jour. Et puis à côté, sur la plage, tu as aussi toutes sortes de poissons qui sont mis à sécher, puisque ça rentre dans la fabrication de la cuisine des plats typiques sri-lankais. Ils consomment beaucoup de poissons séchés. Et donc ces poissons sèchent sur le bord des plages, en bord de mer. Donc vous en avez notamment à Negombo. Donc on pourra peut-être donner un tout petit tuyau, une petite astuce. Est-ce qu'on peut dire de ne pas faire ça à 7 h du matin après son petit déjeuner? On peut le dire, mais si, on peut le dire. Tu nous as parlé beaucoup du triangle culturel. Qu'est-ce que c'est que le triangle culturel? Tu nous emmènes un petit peu plus loin maintenant. De quoi se compose-t-il? Alors le triangle culturel, c'est les sites incontournables du Sri Lanka. D'accord. Donc c'est composé d'anciennes capitales comme Anuradhapura, qui était la première capitale du Sri Lanka, d'à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ, à peu près 500 avant Jésus-Christ. Elle a été construite
Donc elle est composée actuellement de beaucoup de dagobas. Dagobas sont des stupas, des espèces de Les dagobas sont des stupas. Qui sont des pagodes. Voilà. Des pagodes, parce que moi, voilà, oui, ça me fait beaucoup rire. Je ne connais pas la stupa. Ce sont des pagodes. Ce sont des pagodes. Et alors, pour information, celles d'Anuradhapura sont pratiquement aussi hautes que les pyramides de Gizeh en Égypte. Ah mon Dieu, ah oui, c'est immense. C'est pour montrer un petit peu la grandeur de ces anciennes capitales du Sri Lanka. C'est incroyable. Il a aussi construit avec, il y a des dizaines de siècles et sans rien, sans moyens, comme les pyramides. Sans moyens, comme les pyramides, c'est là où on voit que l'homme est quelque chose, est un bâtisseur extraordinaire. Incroyable. Et voilà, on n'a pas attendu d'avoir des machines, oui, c'est ça, des machines pour travailler des grosses pierres, etc. Alors, à cet endroit-là aussi se trouve l'arbre de Bo. BO, ou de Bodhi, qui est le plus vieil arbre du monde, qui date de plus de 2200 ans. Il a été ramené, c'est un banyan, il a été ramené d'Inde par une princesse, il a été béni par là où Bouddha a eu son illumination, à Bodh-Gaya, dans le nord de l'Inde. Il a été ramené par une princesse, c'est une bouture qui a été ramenée, qui a été plantée dans le sol, à côté du Dagoba, et actuellement cet arbre a survécu plus de 2200 ans et il est vénéré. Et donc quand tu vas visiter Anuradhapura, donc tu vois toutes les populations locales. Il y a une ferveur populaire autour de cet arbre, j'imagine. Autour de l'arbre, autour des sites, et autour des pagodes, donc et des moines que tu peux rencontrer à l'intérieur du site. Et aussi dans cet endroit magique se trouvent aussi des singes, des macaques et tout. Donc il y a un mélange extraordinaire. Les amis les singes qui pour les voyageurs sont pas toujours des amis. Hein, on a beau aimer les animaux. Mais c'est l'occasion à nouveau de voir des animaux. C'est incroyable ça. Des amis singes. Et, des recommandations parce que c'est des grands chapardeurs. Tout à fait, donc éviter toutes sortes de nourriture. On évite d'avoir des barres chocolatées, des trucs comme ça sur soi, sinon des bananes, ils sont friands de cacahuètes, etc. Donc, si vous voulez pas, tout se passe bien. Vous faire agresser le sac à dos, on les voit à l'image là, les singes. Absolument incroyable, donc faites attention quand même, ils sont gentils mais enfin chapardeurs. Alors, on reste sur le triangle culturel. On reste sur le triangle culturel, la seconde capitale, voilà, nous allons à Polonnaruwa. Bon, alors, tu vois, les noms sont un peu difficiles à prononcer, mais Polonnaruwa qui fut la deuxième capitale, donc qui a vu passer plusieurs rois du Sri Lanka. Là aussi, tu as des vestiges, tu as plusieurs pagodes, tu as un ancien palais royal, il y a les bains royaux, tu as des stupas, etc. Et voilà, et des statues de Bouddha sculptées dans la pierre qui sont magnifiques, comme celle que l'on voit à l'écran. Ah ouais. Voilà, c'est donc la deuxième capitale qui est magnifique. Donc c'est la deuxième site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Wow. Et ensuite nous partons. Ça fait rêver. Hein. Voilà, ça fait rêver. Nous partons ensuite sur Sigiriya. Sigiriya, alors l'incontournable de chez l'incontournable, parce qu'on ne peut pas passer à côté de Sigiriya. C'est ce fameux rocher, si on peut appeler ça comme ça, immense. Le rocher du Lion. Rocher du Lion. C'est la photo qu'on voit ici. Là, vous la voyez partout, cette image-là, mais c'est 250 mètres de haut. Ce qu'on veut voir. Donc, on fait l'ascension par un escalier qui prend à peu près entre 1 et 2 heures selon notre état de fatigue. Ouf. Alors, eh ben oui, c'est 1 à 2 heures d'escalade dans les marches. Faut pas avoir le vertige, hein, j'imagine, parce que tout à fait. Mais c'est une balade extraordinaire. Donc attention, faites-la plutôt le matin ou le soir, à la fraîche, parce qu'en plein début d'après-midi, en période de saison sèche, c'est assez terrible. Donc prévoyez de l'eau, un peu d'eau pour de l'eau bien fraîche. Et là, à l'écran, on voit des peintures qui sont sur le rocher. Ce sont des peintures qui sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. Ça fait partie des plus belles choses qu'on peut voir dans le monde. Ce sont des peintures qui représentent, il y a 21 peintures qui représentent des nymphes qui étaient vraisemblablement les courtisanes du roi. Ça date de combien de temps? Ça date du 4e siècle. 4e siècle. Donc, et tu vois, tu vas me dire, les couleurs sont toujours comme ça aussi vives? Les couleurs sont toujours comme ça. Lorsque tu entreprends l'ascension du rocher de Sigiriya,
À peu près à mi-distance, on est au milieu de l'ascension, tu vas passer devant la roche et tu vas te retrouver nez à nez avec les demoiselles de Sigiriya. Absolument, mais non, ça fait... j'ai bien envie d'aller les saluer, moi, ces petites demoiselles. Eh bien, ça sera ton prochain voyage. On va leur dire bonjour. Alors, quand tu arrives là-haut, quelle image tu as? Alors, une fois que tu as découvert les peintures de Sigiriya, il y a ensuite les griffes du lion. C'est le rocher du lion. Et là, tu rentres par la bouche du lion pour continuer l'ascension. Et voilà, et tu arrives sur le sommet du rocher de Sigiriya, où tu vois encore, il y a les vestiges du palais qui a été construit sur le rocher. Et il y avait une ville là-haut. Il y avait une ville. En fait, c'est un empereur c'est le fils d'un roi qui a tué son père et qui ensuite a décidé de faire construire une ville sur le promontoire afin de se protéger parce qu'il avait un frère et normalement c'est son frère qui devait accéder au pouvoir. Quand il a tué son père, en fait, son frère s'est réfugié en Inde et son frère, en ayant peur d'être attaqué par son frère, fit construire cette ville à la pointe donc, de Sigiriya, du rocher de Sigiriya. Et voilà. Et donc, bon, son frère est revenu avec une armée d'Inde et a battu et a tué son frère. Voilà comment est né et comment toute une histoire autour du rocher. Voilà, autour du rocher. Guerre il y a d'autres légendes, mais voilà. voilà. À cette époque, c'était un peu sanguinaire aussi. Hein, oui. Un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Et et au pied du rocher, donc il y a une petite ville, mais il y a surtout des bains, il y a surtout aussi des jardins magnifiques qu'on se fait construire le roi, et un système de canalisation et d'irrigation assez avancé pour l'époque. Parce qu'il faut savoir que c'est très sec dans cette région-là. Ah, là-bas c'est très sec. C'est très sec. Malgré le fait qu'il y a des forêts, il y a parce que des arbres, c'est une forêt qui est adaptée à la sécheresse, mais il faut savoir qu'au sol c'est quand même très sec. Ok. Quand on est sur ces sites-là, donc tu nous as parlé de beaucoup de temples, on a une question tout de suite de Cactus qui nous demande: peut-on dormir dans les temples ou monastères? Alors puisqu'on est dedans, je te pose la question. Alors c'est assez difficile, hein. Les temples, non. Parce que d'abord il faudrait être bouddhiste, etc. Et encore c'est réservé à quelques personnes. Et encore certains temples ne sont pas habités. Alors dans les monastères, il y en a quelques-uns dans lesquels on peut dormir. Alors il faut savoir que ce sont des dortoirs, c'est rudimentaire. Hein. Donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Aussi. Il faut parfois amener un sac de couchage, enfin vérifier à l'avance s'il y a de quoi dormir, de quoi voilà. Mais c'est éventuellement possible. C'est plutôt dans le sud-ouest de l'île. D'accord. Sud-ouest de l'île. Il y a un monastère dans lequel on peut dormir. Bon, il n'y a pas beaucoup de place. C'est parfois assez demandé, donc c'est à réserver à l'avance. Et il faut respecter. Il faut vraiment respecter les moines, etc. Parce que du coup, on partage quand même, on communie avec les moines. Il y a un échange possible. Il y a un échange possible, bien sûr, avec les moines. Alors pas pendant les heures de prière, mais pendant les moments où ils ne sont pas affairés, où ils ne sont pas en train de méditer, il y a la possibilité de rencontrer notamment les jeunes, les novices. Il y a la possibilité de les rencontrer, Ah oui, donc des rencontres qui peuvent être assez spectaculaires et intéressantes. Oui, tout à fait. Quand on est sur ce fameux triangle culturel, est-ce que là, quand on quitte Sigiriya, on en a fait le tour de ce triangle culturel? On a vu Anuradhapura, Polonnaruwa et Sigiriya qui sont 3 sites incontournables. Alors le 4e, c'est Dambulla. Ce sont des grottes, qui ont été aménagées, qui ont été le refuge d'un roi d'Anuradhapura, qui c'est un peu pas évident à dire, c'est pas évident même pour moi. Un peu compliqué, et donc au 1er siècle après Jésus-Christ, ce roi s'est réfugié dans ces grottes, et parce qu'il avait été attaqué par des personnes venant d'Inde, et lorsqu'il a réussi à les chasser, en fait, quand il a repris son trône, il a décidé de faire un temple, de faire des temples dans les grottes.
C'est pour ça qu'on peut visiter actuellement ces temples. Et après, au cours des siècles... pas des simples grottes. Non. Et après, au cours des siècles, différents rois ont rajouté des décorations, des peintures, ont fait peindre les grottes, si bien qu'elles sont aussi classées au patrimoine mondial de l'humanité. Donc il y a 5 grottes et elles sont aussi vraiment magnifiques. Passage obligé, ça demande une préparation physique pour visiter ces grottes ou c'est facilement accessible? Facilement accessible. D'accord. Facilement accessible. Alors l'autre avantage du triangle culturel, c'est que ces 4 sites sont entre 20 et 50 km l'un de l'autre. Donc au niveau hébergement, on peut prendre un hôtel qui est situé dans une des villes ou à peu près au milieu, où on veut, à mi-chemin, et en fait visiter en étoile. Oui, c'est ça, faire ce qu'on appelle un circuit en étoile. Voilà. Donc, on reste comme ça, ça permet de laisser les valises. Voilà, ça permet de laisser les valises. Les papiers au coffre. Les papiers au coffre. Toujours. Et voilà, si on est avec des enfants en bas âge, dont on parlait tout à l'heure, c'est moins contraignant que de changer d'hôtel, etc. toutes les nuits. C'est beaucoup plus... Pour des personnes âgées, c'est une facilité de voyage. Alors, je te propose qu'on descende après ce triangle culturel. On va peut-être prendre rapidement la route du thé. On va prendre la route du thé, mais avant, on va s'arrêter à Candie, qui est une ancienne capitale, qui est la dernière capitale du royaume de Ceylan. Et avant d'arriver à Candie, on va traverser la campagne locale, on va voir les rizières, on va voir les buffles, on va voir les habitants, les paysans affairés dans leurs champs, en train soit de planter du riz, de le faire pousser, de le désherber, de le récolter, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des scènes de vie qu'on voit tout au long de l'étape et d'autres étapes aussi. Et on va arriver à une petite ville qui s'appelle Matalé. Et Matalé, c'est le jardin d'épices. D'accord. Alors, le jardin d'épices, comme je te le disais tout à l'heure, et là on en a apporté quelques exemples. On note qu'on trouve, au Sri Lanka, vous voyez, il y a du poivre vert, il y a les piments, c'est du poivre, un des premiers producteurs de poivre, la cardamone, qui n'est pas là présente. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Voilà, ça c'est du taro. Ça, c'est du taro. C'est un légume qu'on consomme cuit ou en salade. Et en France, maintenant, on peut aussi en faire des glaces de taro. Des glaces de taro, voilà. Faites des glaces, mes enfants. Voilà. Incroyable. Quelle est cette chose-là? Alors ça, c'est le fruit du dragon. Vous avez ça sur tous les marchés. Magnifique, ça. Regardez ça. À l'intérieur, c'est blanc avec des petits points noirs. C'est très sucré et on trouve ça sur tous les marchés. Oh mais tu nous gâtes. On va le faire à la Maïté. Bah oui, bah écoute, on va pas faire la cuisine, Cyril Lignac n'était pas disponible, mais cuisine, mais vous en tout cas, remarquez la citronnelle, on remarque aussi la mangue, il y en a partout. Évidemment. On remarque le gingembre qui rentre dans la fabrication, dans la fabrication des currys. Vous avez les piments qui rentrent aussi. La cuisine sri-lankaise est très pimentée. Donc tout ça, vous le retrouvez très pimenté. On fait attention. Hein, très pimenté. Voilà. Vous avez reconnu, tout le monde a reconnu la citronnelle, les bâtonnets de citronnelle, voilà, qui sont ici. Perso, je l'avais pas reconnu. Hein. Voilà. Voilà, vous avez des citrons verts. Alors on peut se faire d'excellents jus de fruits, jus de citron, des jus de papaye. Il n'y a pas amené de papaye ici. Jus d'ananas, jus de mangue, etc. Donc les jus sont exceptionnellement bons. Et dans ce jardin d'épices, donc on va retrouver le curcuma, la cardamone, le poivre, le clou de girofle, qui sont les épices un peu, je dirais, fétiches du Sri Lanka et qui rentrent dans la composition des currys. Ah oui, curry qui est le plat. Alors, on ne peut pas parler du Sri Lanka et de la cuisine de la cuisine sans sri-lankaise sans évoquer le rice and curry, puisque le riz est présent dans toutes les tables, mais le curry est aussi présent partout. Alors vous allez me dire, mais on mange du curry tout le temps? Ben oui, on mange du curry tout le temps. Les locaux sont habitués à en manger matin, midi et soir. Mon Dieu, le matin aussi. Et le matin aussi est très épicé. Alors, donc nous, on ne peut pas évidemment faire la même chose qu'eux, mais bon. Peut-être une journée, histoire de faire l'expérience, mais ça doit être dur sur il faut savoir qu'on ne s'en lâche jamais, puisque les currys sont faits à la main, c'est-à-dire que c'est pas comme chez nous. On ne va pas au supermarché acheter de la poudre toute prête de curry, c'est-à-dire que le curry est préparé à base de cumin, la cardamone, etc., qui sont écrasés, qui sont pilés. Il n'y a pas d'appareil électrique, hein. C'est pilé avec un mortier en pierre. Et là, toutes ces saveurs ressortent. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Ça prend du temps. Donc un curry, ça ne se prépare pas en 5 minutes. C'est 2 heures, 3 heures de préparation et de cuisson.
Donc, donc les currys sont préparés avec des viandes. Donc du poulet, beaucoup d'agneaux aussi, du poisson, surtout dans les régions balnéaires. Bien sûr. Puis après, il y a tous les currys végétaux, les currys de lentilles, les curys d'aubergines. Bon, on va pas faire une émission sur la cuisine, mais ça pourrait être aussi. On pourrait, mais c'est vrai que c'est malheureusement c'est pas le thème. Et donc après, quand vous êtes en bord de mer, vous avez toute une panoplie de poissons, de crustacés, des crevettes hyper fraîches, des gambas. De la gambasse, évidemment. Oui, c'est le moment de manger ce genre de produit parce que chez nous ça coûte très cher et là-bas c'est en abondance et c'est puis du coup, lié au coût de la vie locale. Puisqu'on est au bord de la mer avec les pêcheurs, avec les poissons et les crustacés, on a une question de Christine Saumon qui nous dit y a-t-il des hôtels où l'on peut passer nos vacances sans faire de circuit? Alors, je ne sais pas si elle fait référence au balnéaire ou non, mais alors, est-ce qu'on peut, sans faire forcément de circuit, se faire un séjour balnéaire, juste un séjour balnéaire, et si oui, où? Bien sûr. Où est-ce que tu nous conseillerais d'aller? Bien sûr. Eh bien, je conseillerais d'atterrir à Colombo. Bon, c'est le seul aéroport international. Et ensuite, de choisir un hôtel sur... alors, si c'est plutôt entre novembre et mai, et avril, disons, prendre un hôtel du côté de Bantota, sur la côte ouest, ou la côte sud. Alors la côte ouest, il y a une multitude d'hôtels, il y a une multitude de plages. Oui, c'est l'endroit balnéaire le plus connu. C'est l'endroit le plus connu. Donc vous avez Bentota, il y a Ikadua, vous avez Kalutara, il y a Mirissa en fait partie aussi. Alors Mirissa est plus au sud. Mirissa, c'est considéré comme une des plus belles plages, la plus sauvage du Sri Lanka. Elle est dans le sud. Il y a 2 plages dans le sud qui sont obligatoirement à visiter, c'est Mirissa et Tangol. Mirissa et Tangol. Voilà, pas Gaule, qui est la ville à côté, mais qui n'est pas très loin, mais c'est Tangol, voilà, qui sont 2 plages sauvages dans lesquelles il n'y a pas encore de grosses constructions d'hôtels et qui sont très très sauvages. Il y a même la possibilité, si vous prenez un bateau, d'aller voir des baleines. Ah oui, depuis Mirissa, oui, ça c'est une excursion assez fantastique. C'est un couloir, je pense. C'est un couloir, et donc on peut apercevoir des baleines, qui n'est pas vraiment pas usuel d'en voir dans ces coins-là. Non, effectivement, on ne s'attend pas forcément à ça, des baleines bleues. Tout ce qui est... Alors si on sort un petit peu des sentiers battus, justement, tu nous parlais du nord et de la côte est, notamment pour le balnéaire, on y était. Alors pour finir de répondre à cette dame, en fait, si elle veut voyager plutôt l'été, je lui conseillerais d'aller plutôt sur des plages vers Trincomalee ou Passikuda, qui sont vraiment pour faire du balnéaire pur. Là on est à l'est. Là on est à l'est. Elle aura une mer qui est plate, une mer d'huile. Et elle passera des vacances extraordinaires. Elle pourra louer un bateau à des organismes locaux, voire à des pêcheurs. Elle pourra partir en mer, elle pourra faire du snorkeling. Ah oui, donc tu as des fonds marins, c'est des plages splendides, sable blanc. Pas pollué. Les coraux sont intacts et il suffit de faire quelques mètres dans l'eau et on voit des poissons. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est similaire à ce qu'on peut trouver aux Maldives ou ailleurs. Rappelons d'ailleurs, puisqu'on évoque ça, qu'on peut, et c'est souvent associé au Sri Lanka, faire des extensions aux Maldives pour ceux qui le souhaitent. C'est pas loin, c'est à côté, donc à la limite, ça peut être une petite extension de 3-4 nuits. Voilà, 3-4 nuits, c'est tout à fait une durée raisonnable pour partir, voilà, c'est 1 heure de vol, pour partir à Malé et ensuite aller sur une île des Maldives. Ça peut compléter un voyage pour des gens qui ont un peu de temps et tout. Mais sinon, sinon, on peut rester sur les plages. On peut rester, il faut bien choisir sa plage, bien choisir sa place en fonction de la mousson. Et on a un balnéaire qui est très agréable au Sri Lanka et donc ça évite de reprendre l'avion et de rajouter des coûts supplémentaires. Exactement, donc on peut tout faire. Allez, on va également... Alors, j'aimerais juste avant, parce que le temps passe et ça passe très très vite, le Nord, Jaffna, parle-nous juste un tout petit peu du Nord en 2 mots, parce que c'était fermé, c'est réouvert depuis peu de temps, et ça va être programmé d'ailleurs, je crois, dans notre prochaine brochure en 2015.
Vas-y, alors, le Nord, effectivement, c'était le bastion de la rébellion tamoule. Donc c'est le dernier endroit qui a été libéré, entre guillemets. Et donc après la cessation de la guerre en 2009, plusieurs régions ont été visitables, mais le Nord n'est vraiment visitable que depuis 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans. Donc oui, nous avons décidé, nous, de programmer la région de Jaffna, la région tamoule de Jaffna. Bon, voilà, donc une région hors des sentiers battus. Où il y a peu de touristes, très peu, pratiquement pas de touristes. Pour ceux qui ont peut-être déjà fait le Sri Lanka, ça pourrait être l'occasion aussi d'y retourner, de découvrir des choses tout à fait nouvelles. Deux dernières questions, mais en une. Ça concerne les conditions sanitaires, les vaccinations, les précautions à prendre avant départ. C'est Manu et Pain la Vie qui nous demandent ça. Quel vaccin? Est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires pour aller au Sri Lanka? Non, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Simplement, il est recommandé d'être en règle avec la diphtérie, le tétanos, le polio, les classiques, la typhoïde et les classiques. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de destination, il n'y a pas de vaccination obligatoire, mais c'est quand même conseillé. L'antipaludéen peut être recommandé éventuellement? Oui, si on va en période humide et si on va à l'est et dans le nord. Oui, éventuellement. Oui, mais toujours se renseigner auprès de son médecin traitant. Oui, et puis toujours pas d'obligation. Écoute, le temps est passé tellement vite qu'on n'a vraiment pas envie de quitter cette destination fabuleuse. Tous ces produits absolument splendides. Mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai envie de te demander, toi, quelle image te reste-t-il de tes voyages au Sri Lanka? S'il devait t'en rester qu'une ou 2, 3 comme ça, les saveurs, les choses imperceptibles que tu pourrais nous exprimer? Je dirais d'abord, moi, c'est l'accueil du peuple sri-lankais, la gentillesse du peuple sri-lankais, son hospitalité, son sourire, le sourire des enfants, l'accueil, le respect des gens. J'ai été dans des familles sri-lankaises, toujours très bien accueillies. J'ai partagé des repas avec eux, j'en garde un excellent souvenir. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir en tête qu'il y a les grands sites touristiques, les grands sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, qui font partie de la culture du Sri Lanka. Je garderai aussi l'image des épices, du parfum des épices, les saveurs, bien des sûr, saveurs, des odeurs, les couleurs, les saris, les mélanges des couleurs et aussi les plages magnifiques du sud de l'île. Bien sûr. Merci beaucoup Eric de nous avoir fait partager ta passion, cette destination fabuleuse. J'espère que ça vous a donné envie de voyager parce que alors moi personnellement je suis convaincu. Eric, merci infiniment. Et je voudrais rajouter le mot de la fin, c'est un peu ce que disent tous les Sri Lankais. Quand on dit bonjour ou bonsoir, je dirais Ayubowan. Alors, Ayubowan à tous, on se retrouve, et Ayubowan à toi aussi, on se retrouve d'ici un mois et puis la prochaine fois on vous évoquera une nouvelle destination, je la garde secrète pour l'instant même si je l'ai en tête, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter. Si vous n'avez pas noté tous les noms correctement, Anadapura, etc., on revient dessus sur le chat, on a nos équipes en backstage qui se feront un plaisir de vous les écrire sans faute. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc d'ici un mois. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.